Eh bien, bienvenue à tous pour cette conférence suivante avec nos deux amis qui vont nous parler de leur entreprise pirate. C'est ça, Olivier, Maurice? On va parler des avantages incontournables d'une entreprise corsaire. Corsair. Oui, Corsair, c'est pas pirate. Et on verra si la nuance est importante. oui, on va en parler. Eh bien, la parole est à vous. Et parfait, bonjour aux gens de Lyon. Vous avez probablement déjà remarqué, les plus perspicaces d'entre vous, que nous sommes des Québécois. Donc, pour nous, c'est 10 heures le matin et on vit dans le passé, puis ça explique les costumes. Maintenant, on va se débarrasser immédiatement, si tu veux bien, Maurice, de la partie un peu ennuyante, c'est-à-dire on va parler de nous. Juste rapidement pour se présenter. Je m'appelle Olivier Fortier. J'ai été développeur pendant une quinzaine d'années. J'ai fait aussi du management. Et éventuellement, je suis devenu Scrum Master. Et parce que pour moi, l'agiliste, l'agile, quand je suis devenu agiliste, c'était quand je venais tout juste de devenir un gestionnaire et je me suis dit, c'est ça la réponse à l'épanouissement des gens. Automatiquement, si on est agile, tout le monde est heureux. Ça a été difficile de me rendre compte que ce n'était pas nécessairement le cas. Donc, j'ai décidé à un certain moment, malgré le fait que j'avais eu des expériences dans des entreprises qui sont agiles et j'ai eu beaucoup de collègues qui étaient misérables, j'ai décidé de voir qu'est-ce que je peux faire de plus. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de rejoindre mon collègue Maurice. Je te prête le micro. Il faut que je me présente moi-même. Je pensais que c'était trop important pour ça. Moi, c'est Maurice Lefebvre. J'ai été coach agile pendant plusieurs années avant de voir le genre d'impact, parce que je travaillais beaucoup avec des grosses entreprises qui n'étaient pas particulièrement intéressées à changer. On faisait plein de petits impacts partout, mais ceux à grande échelle, plus difficiles, simplement parce que la misère semble être institutionnalisée dans ce genre d'environnement-là. Donc, après presque une dizaine d'années, j'ai décidé de me rebeller, de me faire pirate, puis de voir comment on serait capable de casser ça. Mm-hmm. Et donc, ensemble, on a parti notre propre entreprise qui s'appelle Go Pirate. Pirate avec un Y, avant que vous demandiez pourquoi le Y, simplement pour se dissocier des vrais pirates qu'il y a toujours aujourd'hui, des pirates maritimes et aussi des pirates informatiques. Donc, pirate avec un Y vient d'un très, très vieux livre sur le concept de pirate qu'on aime bien et duquel on s'inspire. Le livre s'appelait The General History of Pirates. C'était écrit avec un Y. Donc, on s'est inspiré de ça. Notre organisation, récemment, on l'a changé en organisme à but non lucratif pour plusieurs raisons, mais spécialement parce que ça nous rapprochait davantage de nos valeurs. Donc, on n'est pas ici pour devenir millionnaire. Dans la vie, nous, on veut vraiment avoir un impact, puis on pensait qu'être un organisme à but non lucratif pouvait nous pousser vers ça. Mais la raison pourquoi on est costumé, c'est parce que, d'abord, on vit la piraterie jusqu'à un niveau qui est très, très poussé, mais aussi parce que la portion la plus visible de notre organisation, c'est notre podcast. Notre podcast qui est aussi disponible sur YouTube. Et on se déguise quand on fait un podcast. Et on s'est dit que pour notre conférence aujourd'hui, vous auriez droit à un podcast privé pour vous autres. Donc, on a gardé la formule podcast, si vous voulez. Puis, c'est personnalisé entièrement pour vous. Donc, voilà. Maurice, est-ce que tu veux parler de la mission? C'est très important, puis je trouve que tu es très bon pour en parler. C'est bon. Puis c'est pertinent parce qu'essentiellement, tout le concept de l'entreprise corsaire découle de notre mission de base. Donc, notre mission, c'est de revoir radicalement les dynamiques dans le monde du travail. Okay? Souvent, ce sont les relations entre gestionnaires et puis employés. Donc, l'idée derrière ça, c'est de créer plus de liberté pour les gens, plus d'épanouissement et plus d'impact. Ce qui veut dire que tous les modèles basés sur la bureaucratie, basés sur le fait d'avoir toutes des approbations obligatoires, basés sur le fait qu'il y a des gens qui décident et des gens qui exécutent, on est complètement à l'inverse de ça. Oui. Puis, c'est ce qui a fait qu'avec le temps, à force d'aller de voir ce qui ne nous plaisait pas, puis tout ce pourquoi on se battait, on a essentiellement pris nos plus grandes douleurs professionnelles et on les a changées en notre carrière et notre entreprise. Donc, tout ce qu'on fait est basé sur nos douleurs. C'est en réaction, une des douleurs, Maurice, tu l'as écrit dans un document que j'avais adoré puis que j'ai encore gardé quelque part. C'est en réaction à « Hey, c'est comme ça que le monde fonctionne. Va t'asseoir et travaille. Il n'y a rien que tu peux faire pour changer quoi que ce soit. »
Ça, c'était quelque chose que je me suis fait dire souvent au point où de me désengager presque instantanément. T'sais? Ça, on se l'est fait dire et dans des entreprises traditionnelles et dans des entreprises qui faisaient agile. On s'entend, la vaste majorité font agile, ne sont pas nécessairement agiles, n'ont pas le mindset. Et ça, on s'est dit, OK, comment est-ce qu'on peut faire pour changer ça? Souvent, dans ces grandes entreprises-là, tu as toujours une bureaucratie qui s'alourdit tout le temps. Puis, à un moment, ils vont dire, bon, on n'arrive plus à rien produire, on va rentrer Agile, puis Agile va régler notre problème. Puis Agile, soudainement, devient un nouvel ensemble de règles à suivre et puis de principes à faire, puis tout devient très codifié. Puis on se retrouve avec un paquet de nouveaux meetings qu'on n'avait pas nécessairement avant, qui ne remplacent pas ceux qu'on avait avant nécessairement non plus. Donc, c'est juste plus de bureaucratie. C'est-à-dire, OK, on n'a pas besoin de ça. Nous, on s'inspire des pirates. Donc, à l'origine, les pirates avaient un niveau de liberté extrêmement grand, s'autogéraient beaucoup. Donc, on a pris l'élément d'autogestion, puis on a dit, on va faire ça au cœur de notre approche. Donc, une approche corsaire, c'est une approche agile. OK? C'est entièrement compatible avec un ou un autre framework que vous voulez utiliser ou pas de framework du tout. Okay? L'idée est, on simplifie les dynamiques à l'intérieur de l'organisation, ce qui ne veut pas dire qu'on va négliger qui que ce soit. Puis, tu sais, tout ça là-dedans, là, ça répond à notre plus grosse douleur, qui est de la croyance profonde que les gens ne sont pas des pions ou du bétail, ou pire, des ressources. Tout le monde a un talent, un potentiel, de l'expertise, puis on en a marre que ça ne soit pas utilisé au maximum. Et j'ai bien dit utiliser et pas exploiter, n'est-ce pas? Là, maintenant, on a parlé de pirates. On va faire un petit cours d'histoire, très, très petit. Maurice, toi, tu es un historien de formation, entre autres. Donc, je vais devoir te tenir en échec pour pas que ça dure 3 heures. Mais on va voir historiquement qui étaient les corsaires. Hein? Parce qu'on parle de corsaires, on va voir exactement c'est quoi la différence entre un pirate et un corsaire. En fait, Maurice, c'est la question que je te pose. C'est quoi la dernière différence? Parce qu'Albator était corsaire de l'espace. Oui, mais Albator, c'était un pirate, c'était pas vraiment un corsaire. Tu vois? Donc, démystifie ça pour nous. La différence entre les deux, bon, il y en a plusieurs, puis surtout dépendamment des époques que ça varie un peu, mais la différence de base entre les deux, c'est qu'un corsaire, c'est un pirate avec un permis. OK? Donc, il va travailler dans un cadre préétabli, puis il va être au service de quelqu'un d'autre. Donc, on s'est aperçu, pendant longtemps, les gens se sont aperçus qu'il y a des règles dans lesquelles on peut engager des adversaires, on peut faire des opérations militaires, puis dans le but de maintenir la paix, on ne peut pas nécessairement briser ces règles-là. D'où les corsaires, où l'idée est qu'ils sont faits pour briser ces règles-là. Essentiellement, ce qui est intéressant avec les pirates, c'était leur capacité à former des équipages, à s'auto-organiser, à déterminer leur propre mission, puis essentiellement faire ce qu'ils voulaient. Donc, en récupérant ce désir de liberté-là, puis cette capacité à ne pas être pris dans la bureaucratie militaire, puis quitte à quelquefois pouvoir tordre les règles et sortir des cadres établis, bien, en leur donnant un permis qui définit ils ont leur zone de travail. Donc, dépendamment de quel genre de corsaire c'était, certains avaient un permis leur permettant d'aller explorer certaines régions du monde, d'autres d'attaquer certains types d'ennemis, soit en temps de guerre, soit en temps de paix. Donc, des gens avec qui on n'a pas nécessairement des traités. Des fois, il y avait une question de zone d'opération. Puis, dans bien des cas, il y avait une question de quelle part du butin revient à leur employeur, qui est habituellement un monarque. Cette permission-là, Maurice, on l'appelait la lettre de marque. C'est important à retenir, on va en parler tout à l'heure. Yep. Donc, la lettre de marque, c'est plus qu'un permis avec juste une signature dans le bas, c'est vraiment un cadre d'opération. Okay? Donc, à l'intérieur de ce cadre-là, l'équipage corsaire pouvait s'organiser comme il voulait, puis faire essentiellement ce qu'ils avaient envie, tant qu'ils ne sortent pas du cadre. S'ils sortent du cadre, ils deviennent pirates. Ce n'est pas légal. Donc, tant qu'ils sont dans le cadre, ça fonctionne très bien. Puis, bon, l'Angleterre et la France ont été ceux qui ont le plus utilisé le concept des corsaires, avec les Pays-Bas très proches en arrière. Donc, on s'est basé sur ce modèle-là parce que, bon, on est d'accord
nous autres, on adore les pirates, on adore l'auto-organisation, on aime que les équipes se prennent en charge elles-mêmes, élisent leur propre chef. Mais dans un contexte d'entreprise, on ne peut pas avoir de vrais pirates parce qu'essentiellement, on travaille suivant la vision de quelqu'un d'autre. Mm-hmm. Un vrai pirate, Maurice, ce serait essentiellement quelqu'un qui part sa propre start-up. C'est comme si quelqu'un qui part avec son propre navire. Hein? Absolument. Mais à partir où il va y avoir plusieurs équipes sous lui, bien là, ces équipes-là vont être plus organisées en corsaire habituellement parce qu'ils n'ont pas nécessairement l'opportunité, comme des vrais pirates qui peuvent faire association, de juste dire « je suis tanné, je m'en vais ». Mm-hmm. Donc, la dynamique corsaire, c'est une dynamique axée entièrement sur le concept de valeur. OK? Donc, on n'est pas sur le concept nécessairement tu travailles parce que je suis ton employeur, tu vas faire ce que je te dis ou les demandes que je te fais parce que ce sont des requêtes, puis c'est ça que tu as exécuté. OK? L'idée, dans un concept d'une organisation corsaire, c'est de toujours vendre l'idée de cette valeur-là. La valeur, c'est le pourquoi on travaille. Donc, à chaque fois qu'on fait une demande à une équipe corsaire, cette équipe-là doit la challenger en se demandant pourquoi est-ce que ça vaut la peine que je fasse ce travail-là. Puis parce que tu es payé pour le faire n'est pas la bonne réponse. Okay? La valeur, on veut savoir c'est quoi le bénéfice qui va être gagné en faisant cette activité-là. Que ce soit pour l'équipe, que ce soit pour l'entreprise, que ce soit pour les clients. Ça, c'est important parce que quand on sait pourquoi on travaille, on est capable de pouvoir suggérer les meilleures approches possibles. OK? Donc, même dans un environnement agile, on voit souvent, en fait, souvent, trop souvent, le fait que ces équipes-là ont une liberté qui est assez limitée parce que de la façon dont les user stories ont été faites, ils sont là pour exécuter ces user stories-là. Ils peuvent challenger certains éléments, mais le concept est là. Fait qu'on ne challengera pas au-delà de ça. À partir du moment où on parle de valeur et non pas de solution, juste voici le but que je veux aller atteindre, toute la dynamique change. L'exemple que je donne le plus souvent, c'est celui du site Web. Okay? Si moi, je demande à mon équipe, refaites-moi mon site Web, je leur demande d'exécuter une tâche. Fait que là, ils vont changer les couleurs, les boutons, la dynamique. Puis là, je ne serai pas content parce que ce n'est pas ça qui est la valeur que j'essaie d'aller chercher. La valeur que je veux aller chercher, c'est que je veux que mon site Web convertisse 15% plus des visiteurs. Oh, là, ce n'est plus la même dynamique. Est-ce que c'est revoir toute notre funnel de vente qu'il faut faire avec le site? Ou peut-être que c'est juste les accroches qu'on a puis le marketing qu'on a autour qui sera changé. Puis le site Web, lui, il est très bien. Vous voyez, ce n'est pas du tout la même discussion. L'avantage de ça, c'est que ça permet à tout le monde dans l'équipe de travailler avec l'ensemble de ses compétences et puis de ses connaissances. OK? Donc, ils ne sont pas cantonnés à un rôle, ils ne sont pas cantonnés à des activités qu'ils doivent faire, mais il y a une notion de devoir débattre, discuter, puis proposer des plans intéressants qui peuvent aller au-delà de juste ce qui est demandé. Donc, c'est vraiment comprendre la valeur derrière chacune des requêtes. Quelque chose à ajouter, toi? Non, c'est tout. Mais essentiellement, hein, si on veut rapidement résumer qu'est-ce que la valeur, moi, comme je l'explique, c'est ce qui propulse l'organisation vers ses objectifs. Et plus ça le propulse drastiquement, plus ça a de la valeur. Maurice, on va voir dans le fond 3 angles, hein, l'approche corsaire ou à une entreprise corsaire, parce que ça s'applique à 3 niveaux. Un niveau individuel, au niveau d'équipage, hein, l'équivalent d'une équipe, puis au niveau organisationnel. On va commencer par l'individuel. La première question que tout le monde souvent nous pose, c'est qu'est-ce qu'un pirate? Avec un Y, hein? Pas avec un I. Pas un pirate d'autrefois. Qu'est-ce qu'un pirate aujourd'hui dans les entreprises? C'est moi qui te pose la question, là? Ben oui, c'est à toi que je pose la question. Donc, un pirate, c'est quelqu'un qui est en contrôle de son propre narratif. Okay? Il n'est pas là pour exécuter, il n'est pas là pour être un outil pour quelqu'un d'autre. Il est là parce qu'il a envie d'y être, parce qu'il va chercher des choses pour lui, parce qu'il y a des buts aussi à atteindre. Okay? Donc ça, cette notion-là est très, très importante puis doit être gardée. Parce que ce qu'on voit souvent en entreprise, c'est qu'on demande aux employés de s'oublier eux-mêmes puis de devenir une masse amorphe avec le restant de leurs coéquipiers dans une notion d'équipe très, très vague. Puis il n'y a plus une question de qui sont eux. Ouais. Un pirate, c'est toujours qui il est, puis c'est toujours pourquoi il fait les choses. La raison derrière ça, c'est que les pirates historiques, essentiellement, jouaient leur peau tout le temps. Fait que tu as intérêt à savoir pourquoi tu le fais. Oui.
Effectivement. Donc, ce qu'on demande à ces individus-là, je m'excuse. Premièrement, qu'est-ce que tu veux accomplir? Pourquoi tu es dans cette équipe-là? Pourquoi tu travailles pour cette entreprise-là? Pourquoi tu fais ton métier? C'est une question qu'il faut se demander. Puis, en début de carrière, on a tous tendance à le savoir. Puis, avec les années, 10 ans, 15 ans, 20 ans d'expérience, on le sait par habitude, même si on a tellement changé que nos objectifs, quand on avait 18 ans, 20 ans, sont seulement plus les mêmes aujourd'hui. Ouais. Donc, pour faire de l'argent, c'est probablement le pourquoi avec lequel on a commencé. Ça se modifie vers le temps. Hein? À un moment donné, ça change, ça se raffine, puis ça devient de plus en plus fort parfois. Pas tout le temps. Oui, ouais. Puis des fois, on perd notre focus. On ne sait pas pourquoi on le fait. Je le fais parce que c'est mon métier. À ce moment-ci, c'est bon de se poser la question, pourquoi tu fais encore ton métier? Donc, quand on aide les gens à aller vers un modèle corsaire, c'est la première des choses. Il faut qu'ils se demandent qu'est-ce qu'ils tentent d'accomplir eux-mêmes. Qu'est-ce qui les guide? Est-ce qu'ils ont des valeurs fortes, des choses qui sont importantes pour eux, qu'il faut qu'ils soient mis de l'avant puis respectés par leurs coéquipiers et par l'organisation? Okay? Nous, on appelle ça la boussole. Ouais. Okay? On a un épisode entier de podcast où on en parle. Donc, essentiellement, il s'agit de déterminer les grandes valeurs qui nous animent à un niveau personnel. Ça, des valeurs, Maurice, c'est important de le dire, c'est quelque chose que si on tente de les briser ou de les omettre, on se sent sale. Il faut que ce soit des valeurs assez fortes pour qu'on se sente... Parce qu'on regrette déjà d'avoir pensé à les briser au moment où on le pense. Il faut que ce soit des valeurs qui sont très fortes. Oui, comme par exemple, si Olivier et moi, on décide d'avoir une valeur d'harmonie, par exemple, ça va faire super beau écrit sur un mur en quelque part, mais vu le genre de dispute puis de taquinerie qu'on a constamment, probablement que ce n'est pas une valeur qui est très importante pour nous. Si on mettait le rhum. Oh, là, plus. Puis, l'inverse de ça, ce sont les limites. Chacun a... On a des limites, on a des choses qu'on n'est pas prêt à faire, qu'on n'a pas envie de franchir. Puis, encore une fois, dans un contexte de travail, on se fait demander, oublie ces limites-là. Là. Es-tu un team player? Tu vas-tu faire ces sacrifices-là pour les autres? Donc, le mélange entre nos valeurs puis nos limites font en sorte qu'on se demande qu'est-ce que je suis prêt à sacrifier puis qu'est-ce que je ne suis pas prêt à sacrifier. Parce que dans tous les environnements de travail, plus c'est traditionnel, plus c'est vrai. Agile, on a tendance à avoir plus de liberté un petit peu. Mais là où on commence à être vraiment insatisfait, c'est quand nos valeurs sont bafouées, nos valeurs personnelles, puis nos limites sont franchises. Là, on arrive à un point où on approche de notre point de non-retour quand on approche ça. Donc, Samuel parle de ma gourde. Non, malheureusement, c'est que de l'eau. C'est pas du rhum. Je n'en crois rien. Je n'en crois rien. Oui, j'en ai aussi, mais c'est pour m'hydrater, je ne prends pas du rhum. Donc, oui, c'est ça. Quand les valeurs sont bafouées, quand les limites sont dépassées, on approche notre point de non-retour. Ça peut être dangereux et bénéfique à la fois. Beaucoup de pirates, on parle de comme Maurice et moi, des pirates d'aujourd'hui, avec un Y, sont devenus pirates. Ils le savaient au moment où ils ont franchi leur point de non-retour. Puis, ça peut être un peu... c'est difficile à vivre parfois. Hein? Fait que nous, on a décidé de donner un guide sur comment bien le vivre essentiellement. Puis, c'est possible d'être pirate sans avoir franchi son point de non-retour aussi. Yep. Donc, ça, c'était pour le côté individuel. Maurice, je ne sais pas s'il y avait autre chose que tu voulais dire. Oui, avant que tu sautes à l'autre. Oui. Donc, on porte une attention au côté individuel, comme je l'ai répété il y a quelques reprises, simplement parce qu'on a tendance à oublier ça. Et c'est très, très important. Si on veut pouvoir former une véritable équipe, pas juste avoir des gens qui travaillent ensemble, une véritable équipe, il faut respecter chacun des individus. Ouais. Puis, en tant que tel, si on veut pouvoir être satisfait de notre travail puis de notre environnement de travail, il faut s'assurer que nos valeurs sont respectées puis nos limites ne sont pas bafouées. Donc, ça, c'est extrêmement important. Next. Maintenant, on va parler de l'équipage, qui, définissons ce que c'est. C'est un regroupement de gens qui ont fait le premier exercice qu'on vient de parler, puis qui doivent devenir une vraie équipe. Parce que des gens qui sont sous le même gestionnaire ou qui travaillent sur le même projet, ce n'est pas nécessairement la définition d'une équipe.
c'est des gens qui travaillent sur le même projet ou des gens qui travaillent sur le même gestionnaire. Une équipe doit avoir certaines particularités qui sont plus fortes. Une équipe doit se demander qu'est-ce qu'on a en commun. Parce que très souvent dans les équipes, on remarque ce qu'on a qui n'est pas en commun. C'est important tu sais, si on veut un tronc, hein, puis un guide qui résonne pour tout le monde, qu'est-ce qui fait que... en quoi est-ce qu'on croit de manière commune? Hein? Puis ça, on peut l'identifier grâce à la boussole que chacun a faite. Oui. Donc, il y a des éléments qui vont se répéter d'une personne à l'autre. Puis ces éléments-là sont ce qui vous unit. Ce qui veut dire, à chaque fois qu'il va y avoir de la chicane dans l'équipe ou des tensions, il faut se rappeler pourquoi on est ensemble, pourquoi on a envie d'être ensemble, qu'est-ce qui fait qu'on est unis. Puis si on s'aperçoit que certaines personnes qui n'ont rien en commun avec les autres, mais rien, bien, il y a un problème. Jamais ils vont pouvoir faire partie de l'équipe. Donc, ce n'est pas qu'ils ne sont pas des bonnes personnes, c'est qu'ils ne sont pas à la bonne place. Donc, il faut avoir une discussion avec une autre équipe pour échanger ces gens-là. Est-ce que, de ton expérience, Maurice, est-ce que c'est commun? D'avoir des vraies équipes? 3 ou 2. Quelqu'un qui n'a rien à voir avec le reste de l'équipe, qui n'a aucune valeur en commun. J'ai vu ça une fois. Oui, ça arrive. Ouais. Ça arrive. Plus on est dans une organisation où tout est décidé en dehors de l'équipe, plus on voit ça arriver régulièrement. Dans les organisations où il y a un peu plus de dynamisme, les organisations souvent un petit peu plus petites, où on est capable de parler puis de trouver sa place un peu plus facilement, bien là, les gens qui ont des points communs vont commencer à graviter ensemble. L'idée n'est pas de créer une chambre à écho non plus. Il ne faut pas avoir des gens qui sont tous pareils. Mais quand on sait ce qui arrive à nous unir, peu importe les différences qu'il y a entre nous, bien, ces différences-là deviennent la richesse de l'équipe, des points de vue différents qu'on est capable d'amener. Mais parce qu'on croit à quelques éléments communs, bien là, on va toujours être capable de pouvoir se recentrer. Ça, c'est important parce qu'une vraie équipe, ce n'est pas une collection d'individus, chacun avec leurs propres objectifs, leur propre travail. Okay? Ce sont des gens qui vont décider de... excusez-moi, je suis fatigué. De prendre les responsabilités puis l'imputabilité d'une façon commune. Si jamais le travail n'est pas livré, ils sont tous imputables de ça. Puis ça, on le voit déjà imposé dans plusieurs groupes agiles. Hein? À partir de maintenant, vous êtes imputable pour toutes. Voici chacun vos tâches, vous prenez chacun vos tâches, puis si ce n'est pas livré à la fin du sprint, on chicane tout le monde. Une équipe va simplement s'attaquer à tout ça en même temps. Donc, on voit des notions d'équipe émerger, des fois de façon naturelle, beaucoup plus facilement avec ceux qui vont travailler genre en pair programming ou en mob programming, ou chez des anciens militaires qui ont l'habitude de travailler en unité serrée, qui ont l'habitude de passer au travers des difficultés puis des dangers ensemble, donc ils n'ont pas le choix de devenir vraiment une équipe. Mais chez la plupart des gens, surtout dans des environnements qui ont tendance à être hostiles, donc la plupart des entreprises qui sont encore axées sur le blâme, hein, dès qu'il se passe quelque chose, on veut savoir c'est la faute à qui. Bien, c'est difficile de mettre en place une notion d'équipe-là parce que l'idée, c'est qu'on ne veut pas être blâmé pour rien. Fait qu'on va pointer le voisin. Et qu'en fait, s'il y a un problème qui arrive, c'est autant la faute de la personne qui a fait le problème, autant la faute de tous ceux qui ont laissé le problème arriver. Donc, tous ceux qui n'ont pas mis les bons garde-fous en place, de tous ceux qui n'ont pas porté assez attention à ce que leurs collègues faisaient. Donc, puis au groupe qui ne discute pas assez pour savoir où est-ce qu'on est rendu, puis qu'est-ce qu'on fait, puis s'il y a des difficultés. Parce que si on fait ça correctement, bien, il y a beaucoup moins de chances qu'il y ait une erreur majeure qui va arriver. Ouais. Maurice, on a parlé des pirates, hein, qui sont des membres de l'équipage. Ouais. Il y a d'autres rôles aussi, hein, un peu comme dans l'agilité. Il y a le rôle du capitaine et le rôle du quartier-maître. Et là, il va falloir les démystifier, hein, parce que le capitaine, c'en est un qu'on imagine déjà ce que c'est. Et ce n'est pas exactement ce que vous pensez. À l'époque des pirates, hein, ceux qui nous inspirent dans les années 1700, le capitaine, c'était pas un tyran comme on peut le voir dans certains films. C'est pas un boss. C'est ça. Le rôle du capitaine, hein, d'abord, les pirates, souvent, c'était d'anciens marins, hein, ou dans la marine marchande, et ils ont vécu des choses assez atroces. Quand ils ont décidé de devenir pirates, puis ils ont fait c'est assez, hein, nous, on en a assez, pensez-vous vraiment qu'ils ont répété ce pattern-là qu'ils venaient de fuir? L'idée, c'est que les capitaines pirates étaient élus démocratiquement. Ça veut dire que chacun des pirates
avait une voix et un vote. Le rôle du capitaine sur un bateau pirate était essentiellement de s'assurer de l'avenir du bateau et de l'équipage, de trouver les pistes d'opportunité pour que l'équipage puisse vivre et continuer à prospérer. Et c'est pour ça qu'un capitaine pirate n'est pas le maître à bord. Un capitaine pirate est un guide, si on veut. Puis oui, il va avoir une position d'autorité qu'on ne peut pas discuter dans des conditions extrêmement précises. Puis dans le cas d'un capitaine pirate, c'est en bataille. Quand la bataille commence, on écoute ce que le capitaine dit parce qu'il ne peut pas y avoir plusieurs chefs, ce n'est pas le temps de le remettre en question. Donc, en période de crise, le reste du temps, le capitaine a honnêtement peu de choses à dire. Mm. Puis là, si on essaie de faire un équivalent avec le monde traditionnel qu'on connaît, Maurice, on va pencher au chef d'équipe, par exemple. La grosse différence, c'est que le chef d'équipe est rarement élu par son équipe. Puis le chef d'équipe est en charge. C'est Ouais. lui qui va être imputable des décisions qui sont prises par la direction, puis du travail qui va être fait par l'équipe. Ça, c'est un beau rôle, hein? Presque pas de contrôle, mais tu es imputable. Ou tu as des chefs d'équipe qui, au contraire, vont avoir le contrôle total sur leur équipe. Puis à ce moment-là, ben, l'équipe n'est plus libre de travailler par elle-même, n'a plus d'autonomie, fait juste exécuter les ordres du chef d'équipe. Donc, dans un contexte de capitaine corsaire, votre capitaine est élu par l'équipe pour, représenter l'équipe, parce que ça ne vaut pas toujours la peine de se déplacer à 7-8 pour aller dans une réunion, puis pour aider à guider les décisions, puis en cas d'urgence, parce que ça arrive, hein, dépendamment du métier, on a travaillé, nous, beaucoup avec des gens qui sont en cybersécurité. Des fois, ils tombent réellement en guerre. Quand ça arrive, c'est important de savoir qui est-ce qui va donner les ordres pour être sûr que tout avance bien puis que la bataille puisse se dérouler correctement. Puis ça, c'est le rôle du capitaine. Mais à part dans ces moments-là, tout va être décidé par l'équipe. L'autre rôle qui est spécial, celui de quartier-maître, qu'on connaît un petit peu moins, Maurice. Historiquement, le quartier-maître, c'était le gars qui s'occupait de l'inventaire et des règles. Dans la marine marchande, la marine militaire, oui, mais pas ça. chez les pirates. Chez les pirates, ils ont élevé le rôle de quartier-maître au même niveau que celui de capitaine, un petit peu pour faire un contrebalancier. Oui, un quartier-maître, c'est un peu comme un représentant syndical, donc auprès du capitaine. Hein, il va être là pour parler au nom du reste de l'équipe quand on a besoin d'avoir une voix unie. Mais il sert à autre chose aussi. C'est un peu comme un Scrum Master si le travail du Scrum Master consistait en part égale à s'assurer du bien-être de l'équipe puis à distribuer les coups de pied au derrière. Donc, dans un équipage pirate ou corsaire, on est toujours en danger. Hein. Sur un navire en bois, une petite coque en bois au milieu d'un océan, puis souvent en situation de combat ou de danger, ça ne prend pas grand-chose pour que tout le monde meure. Donc, c'est important que tout le monde travaille au maximum de leur efficacité pas mal tout le temps. Mais on peut faire ça pendant un certain temps nécessairement. Des fois, il y a des gens qui sont fatigués, des fois, il y a des gens qui sont blessés, des fois, il y a des gens qui ne le filent pas. À ce moment-là, c'est le travail du quartier-maître de reconnaître ça, de pousser dans le dos ceux qui font juste traîner de la patte, mais ceux qui ont un besoin d'arrêter, de ralentir, de se faire mettre à autre chose, d'avoir une voix très raisonnable, qui va s'asseoir à côté d'eux autres et dire « Dude, peut-être temps que tu prennes une pause. C'est peut-être temps que tu partes en vacances. » OK? Je regarde l'heure aller, Maurice, on va. Je pense qu'on devrait avancer. On va avancer. On va passer aussi dans quelque chose qui était propre à l'équipage, c'était le code pirate. Le code pirate, c'est essentiellement un contrat social où l'équipage en entier, ça c'est le code de l'équipe, pas de la direction, pas des autres équipes, c'est essentiellement un code de vie. Hein. C'était quelques articles, parce que les pirates à l'époque ne savaient pas lire, donc ils devaient les avoir par cœur. Mais c'était ces articles-là, ces codes de pirates-là, étaient la loi. Hein? C'était, historiquement, c'était très, très sévère si tu contrevenais au code pirate. Maintenant, nous, on ne propose pas des punitions corporelles, n'est-ce pas? Mais de faire l'activité avec l'équipage de comment est-ce que vous voulez vivre? C'est quoi les règles que vous voulez suivre? Dans le fond, c'est essentiellement l'équipage qui décide de ses propres règles. Ça, c'est
assez important parce que ça va essentiellement aussi mettre en commun ce que l'équipe a et veut, n'est-ce pas, Maurice? Mais ça va aussi les garder honnêtes avec eux-mêmes. C'est leur travail de faire respecter ce code-là. À quoi ça ressemble un code pirate? C'est un mélange de correction aux mauvaises habitudes de groupe. Donc, j'ai vu dans certains groupes où les gens avaient l'habitude de constamment parler en même temps, ajouter à leur code pirate, là, vous connaissez tous, là, il y a le bâton de parler ou la balle pour parler. Bon, ben, ça peut être mis dans le code pirate. Ça peut être tout simplement des règles de courtoisie. Si la réunion commence à 1h30, soyez là à 1h30, pas 1 minute après. OK? Ça peut être des sujets qui ont tendance à être sensibles dans le groupe, puis pas nécessaire au travail de dire ça, ces sujets-là, on ne les aborde pas sur les heures de bureau. OK? Donc, puis le code pirate va évoluer avec le temps. Donc, il est entièrement contrôlé par l'équipe. On rajoute des règles, on enlève des règles au besoin, parce que des fois, on a corrigé une habitude, puis on n'en a plus besoin. Des fois, on sent qu'il y a quelque chose qui va être plus important à mettre en place. Puis, on le respecte toujours. L'idéal, c'est s'il y a des conséquences à ne pas le respecter. Donc, aujourd'hui, on voit souvent des genres avec des pénalités financières. Donc, si tu brises une des règles, tu mets quelques dollars, parce qu'on est au Canada, nous. Puis ça va servir à payer la bière du vendredi pour les autres, ou les beignes, ou peu importe quoi. Les beignes, c'est des beignets pour vous autres. Hein? Ne pas confondre avec des claques. Donc, ce qui est intéressant avec le code pirate aussi, c'est on propose souvent pour les équipes qui le font de le présenter aux candidats en entrevue. Oui. Voici comment on vit. Est-ce que ça t'intéresse? Parce que les équipages sont faits pour être suffisamment autonomes qu'elles devraient avoir toujours un mot à dire et idéalement la décision première et finale de qui on embauche. Les équipes passent les entrevues, les équipes présentent leur code pirate, puis la première question, c'est: es-tu capable de vivre avec ça? Puis si tu ne l'es pas, ne pas intéressé. Là, on a fait le tour de l'angle de l'équipage. Maintenant, on va parler rapidement de l'organisation. Et là, on va ramener le concept de l'aide de marque qu'on parlait tantôt. Hein? Donc, qui était le contrat entre des corsaires et une royauté quelconque ou un pouvoir quelconque. Bien, ici, la lettre de marque, c'est l'entente sociale ou tacite entre les équipages et l'organisation. Oui. C'est un... Veux-tu y aller, Maurice? Tu en avais parlé? Vas-y. C'est un cadre d'opération générale. Hein? Fait que, en gros, l'entreprise met dans cette lettre de marque-là ce qu'elle s'attend des équipes, quelles sont les contraintes générales qu'elles ne doivent pas dépasser. Et l'équipe va aussi, parce que c'est à double sens, négocier, voici ce qu'on a besoin de vous, l'organisation, pour pouvoir être performant. Oui, l'intérêt d'une lettre de marque comme ça, c'est non seulement ça permet de créer un bon cadre pour permettre une liberté d'action à l'équipe, puis permettre son autogestion. Mais ça permet aussi, dans une entreprise qui fonctionne d'une façon hybride, donc certains groupes vont adopter une approche corsaire, puis d'autres non. Ça permet de pouvoir, si on veut, isoler les groupes corsaires comme ça avec un modèle de fonctionnement qui leur est propre. Pas nécessairement isoler ces équipes-là du reste de l'entreprise, mais de voir comment on peut les gérer de façon différente. Parce qu'un des plus gros problèmes qu'on voit dans les entreprises plus traditionnelles, c'est l'obsession qu'ils ont à vouloir s'assurer que tout fonctionne de la même façon partout, dans tous les départements, tous les milieux, peu importe le contexte. Puis, on le sait quand on est agiliste, c'est de la foutaise. Ça ne fonctionne jamais. Avec ça, ça permet de pouvoir avoir une série de règles et puis un cadre qui va être adapté à chaque circonstance, puis à ce qu'on veut faire à chaque équipe. Une équipe, par exemple, qui est là pour s'occuper des feux, va avoir besoin de ressources très différentes puis une liberté d'action très différente d'une équipe qui est là pour faire de la maintenance d'un autre produit, par exemple. Donc, ça permet de vraiment, dans un cadre puis avec un langage commun pour toute l'entreprise, permettre l'individualité de chacun des secteurs d'activité. Dans l'organisation, il y a un autre concept qu'on a apporté, dans le fond, hein, pour donner le travail aux équipes, c'est le concept de mission ou de quête, hein, essentiellement. Les pirates partaient en mission.
Et c'est la façon qu'on utilise, dans le fond, pour gérer le travail. Essentiellement, un objectif qui est très, très, très clair et qui est orienté par sa valeur aussi. Donc, non Donc, seulement... Oui? donc l'objectif, c'est le pourquoi, c'est qu'est-ce qu'on veut gagner avec ce qu'on demande et non pas ce qu'on veut qu'il soit accompli. Il y a une différence entre les deux. Donc, c'est quoi les avantages qu'on va aller chercher? On a un cadre, hein, on appelle ça un carré de sable, des fois un bac à sable. J'aime pas beaucoup ça parce que ça fait très enfantin. On ne veut pas traiter les gens comme des enfants, mais c'est essentiellement un cadre qui est délimité par les paramètres et les contraintes. Hein. Qu'est-ce qu'on veut que ça fasse? Qu'est-ce que vous n'avez pas le droit de faire? Avec qui vous devez collaborer? Quels outils vous devez utiliser? Essentiellement, ce genre de contraintes-là, c'est quoi le budget que vous avez, le temps qui vous est imparti? Mais à l'intérieur de ce cadre-là, et toujours orienté vers l'objectif, c'est le mot d'ordre est l'autonomie. C'est-à-dire que l'équipage est en mesure de prendre toutes les décisions nécessaires à l'intérieur du cadre pour atteindre l'objectif de valeur qui lui est proposé. Puis la façon d'accomplir une mission avec succès, souvent, c'est maintenant qu'on comprend le pourquoi on va travailler, plutôt que juste le qu'est-ce qu'on a exécuté. Mais on peut essayer d'expérimenter un petit peu avec des petites expériences contrôlées, qui est un sujet qu'on aborde souvent dans notre show, pour essayer de trouver pas nécessairement la solution parfaite, parce que ça n'existe pas vraiment, mais on veut, un peu comme quand on construit un avion, hein, on veut d'abord avoir un avion qui ne tombera pas du ciel, puis après ça, on peut trouver, est-ce qu'on peut continuer à creuser pour trouver quelque chose qui va être confortable, quelque chose qui va être plus efficace. Mais au minimum, on veut avoir la solution qui ne cassera pas. C'est aussi une bonne façon pour pouvoir tester nos risques et nos dangers. On les identifie, on fait quelques tests au départ, puis une fois qu'on a réussi à tout faire ça, on est capable de formuler un plan. On sait qu'est-ce qu'on va faire. OK? Parce que ce n'est pas le chaos, ce genre de modèle-là. C'est juste que la façon de s'organiser fonctionne différemment. C'est beaucoup plus communal, dans le sens que plutôt que d'avoir un architecte ou un analyste qui va écouter le problème, juger de c'est quoi le réel problème, créer une solution, puis regarder l'équipe et faire ben maintenant, gérez ça comme vous voulez, là, Agile ou Waterfall, mais c'est ça que vous m'exécutez. Bien là, tout devient une conversation. Tout devient un challenge. Est-ce qu'on a compris le problème comme il faut? Est-ce que cette solution nous permet de toucher à tel ou tel item? Donc, vous essayez de trouver la meilleure façon possible, puis là, vous pouvez la livrer beaucoup plus facilement. Donc, Samuel, je pense qu'on arrive à la fin bientôt. Hein? Oui, ben, je veux juste aller à une autre affaire sur le concept de mission. Oui. Quand on parlait, vous faites donner une mission avec des paramètres, OK? Ces paramètres-là, comme pour la lettre de marque, sont négociables dans les deux directions. Donc, si l'équipe a besoin de quelque chose de spécial pour accomplir leur mission, ce n'est pas à la personne qui va donner la mission qui a besoin de tout figurer ça par elle-même. OK? Voici mon besoin, de quoi vous avez besoin, vous, pour réussir à me le donner. Donc, cette négociation-là est très importante, non seulement parce que ça augmente la crédibilité de l'équipe à partir du moment où ils ont une meilleure idée de ce qu'ils vont faire, ça montre leur talent, puis leur versatilité, puis leur capacité à réfléchir à une solution, des fois un peu rapidement même. Mais ça améliore aussi les relations qu'on a avec les gestionnaires qui, en temps normal, sont juste habitués à obéir. Avec ça, tout est une négociation, tout est une discussion. Ce n'est pas nécessairement des négociations hostiles. Là. On essaie de trouver la meilleure façon pour agir. Ouais. Quelque chose à rajouter là-dessus? Là? Non. Bon. Samuel, peux-tu me confirmer combien de temps il nous reste? Eh bien, il nous reste 10 minutes. Je ne sais pas combien de temps vous voulez laisser aux questions-réponses. On va passer rapidement. Hein, c'est quoi l'impact d'un modèle comme ça sur l'organisation des gens? Puis ensuite, on va passer aux questions-réponses. Yep. Oui? Vas-y. Top. OK. Donc, c'est bien évidemment, hein, on l'a dit en entrée de jeu, ça répond à notre besoin criant et ça éteint notre peine de voir autant de gens ne pas pouvoir aller puiser dans leur plein potentiel. Donc ça va aller chercher la créativité, les zones de génie de chacun. Okay? Ça va aller puiser dans le plein potentiel des gens. Il y a une grosse part de ça, hein, Maurice, qui aide ça peut favoriser un début de décentralisation dans l'organisation.
Oui, ça fait longtemps que moi, je milite pour des organisations qui sont décentralisées avec le pouvoir, le pouvoir décisionnel qui est descendu le plus bas possible dans la chaîne. OK? Donc, les gens qui font devraient être ceux qui, en bonne partie, décident. OK? Euh, Naturellement, beaucoup d'entreprises, surtout les plus hiérarchiques, les plus bureaucratiques, puis dans celles où il y a le plus de gestionnaires qui ont essentiellement aucune vraie importance, ils sont juste des couches de gestion supplémentaires. Hein. J'ai une ferme croyance que la bureaucratie se nourrit elle-même puis se reproduit elle-même, hors de contrôle de qu'est-ce que les êtres humains peuvent vouloir faire avec. Mais donc, dans ces organisations-là, l'idée de décentralisation semble absolument ridicule puis un danger complet et total pour l'organisation. Je veux dire, si la racaille qui font le travail commence à décider qu'est-ce qu'on va faire, c'est quoi mon utilité, moi? Donc, on assure à ces organisations-là que les gens qui font les lettres de marque, que les gens qui prennent ces décisions-là sont encore en charge. Mais dans la vraie vie, dans la pratique, ces entreprises-là deviennent de plus en plus décentralisées parce que le pouvoir décisionnel va se retrouver à diminuer. Puis plutôt que ça leur fasse un choc, d'abord le choc de devoir penser, mon Dieu, on va se décentraliser. Oh non, je ne veux pas ça. Puis après ça, le choc de devoir se transformer comme ça. Mais la transformation, ça fait plus progressif puis plus naturel. Donc, ça évite beaucoup d'activer le système immunitaire de l'organisation puis la résistance des gens. Oui. Cette approche-là nous permet une plus grande rapidité de réaction, essentiellement, parce que quand les décisions sont prises localement, on n'a pas 17 permissions à avoir. Ça nous permet de réagir plus vite. On a parlé déjà de la réduction de la bureaucratie, mais c'est aussi, ce qui est intéressant, ça augmente la capacité d'innovation. Et spécialement quand on ne se fait pas donner les solutions toutes préparées d'avance. Ça nous permet d'aller chercher, de ratisser davantage pour trouver des solutions intéressantes. Oui, parce que peu importe c'est quoi notre rôle au sein de l'organisation, si on a étudié pour ce rôle-là, si on a de l'expérience pour ce rôle-là, si on a une passion pour ce rôle-là, on a une capacité à innover qui vient avec. Puis, cette capacité-là est trop souvent mise de côté parce que ça ne fait pas partie des principes de base, ça ne fait pas partie de la bureaucratie, ça ne fait pas partie du process, du système qu'on a mis en place. Donc, à partir du moment où on écarte ces notions-là, on écarte la notion de cadre rigide pour quelque chose qui va être plus basé sur une négociation. Parce que, comme on l'a vu avec l'organisation Corsair, il y a quand même un cadre. Mais le cadre est conçu pour permettre ces discussions-là. Mais on va voir que quand les gens vont chercher leur plein potentiel, l'ensemble de leurs connaissances et puis de leur expertise, c'est beaucoup plus facile d'amener des solutions originales auxquelles on n'aurait pas nécessairement pensé. Puis comme c'est l'équipe, donc les gens qui vont être pris pour la mettre en place, qui vont proposer les solutions, puis qui vont décider dans quelle direction on va, ben, c'est beaucoup plus facile de parler comme ça à des égaux que quand on a besoin de vendre notre solution à quelqu'un qui est 2 ou 3 ou 4 niveaux hiérarchiques au-dessus de nous, puis qui va se sentir menacé qu'il y ait quelqu'un qui ait trouvé une meilleure solution que la sienne. Oui. Un des caveats, si je peux dire, Maurice, c'est pas un risque vraiment, mais c'est quelque chose qu'il faut retenir, c'est que si on réussit à avoir une équipe de corsaires comme ça, qui est capable de livrer de la valeur qui est demandée, cette équipe-là devient une équipe qui est performante et difficile à arrêter, c'est plus difficile à contrôler aussi. Parce que si on essaie de la contrôler, vous devenez un élément qui tentait de l'arrêter. Puis, comme on a pu voir, c'est leur spécialité d'ignorer ça et de continuer à faire le travail pour livrer la valeur qui est demandée. C'est à peu près le plus gros risque. Les entreprises ou les gestionnaires qui sont éclairés vont voir ça comme un avantage compétitif, pas comme un risque. Exact. Puis, malgré le fait que certaines de ces entreprises-là, les entreprises qui sont plus traditionnelles, vont être réticentes à ces modèles-là, l'endroit où j'ai vu dans une grande entreprise ce modèle-là fonctionner le mieux, c'est au CN, ici au Canada. Le CN, c'est la plus grande entreprise de chemin de fer qu'on a ici, une des plus grandes en Amérique du Nord. Donc, un endroit hyper sclérosé qui n'a pas vraiment évolué dans les 100 dernières années. Bien, avec certaines des équipes avec qui on a pu travailler, certains des départements, notamment le département de cybersécurité, qui est un département qui avait
8 niveaux décisionnels dedans. OK? 8 niveaux. Il fallait que ça fasse le tour, que ça monte en haut et puis ça redescende pour chacune des décisions. On a vu ce modèle-là se mettre en place. On a vu ces niveaux-là s'affaiser. Donc, les gestionnaires qui étaient en place ont gardé leur position quand même, mais les interactions qu'il y avait avec les équipes ont complètement changé. Les besoins se sont mis à venir du haut, puis étaient déclinés de plus en plus haut niveau. Plus haut on montait, donc au niveau du vice-président, c'était quelques grands objectifs annuels. Puis après ça, chacun des sous-groupes commençait à décliner ça pour lui-même. Mais toutes les solutions venaient du bas. Donc, tu sais, quand vous avez de la difficulté dans vos sessions de review, comment on dit ça en français? De rétrospective. Revue de sprint. Pardon? Ça dépend si tu parles d'une review ou d'une rétrospective. Oui, bien, quand on présente ce qu'on a fait, ma terminologie en français est Le review. Loin. Donc, quand on présente le travail qu'on a fait, dans beaucoup de groupes agiles, surtout dans ces grosses boîtes-là, vous allez avoir de la misère à avoir les bonnes personnes à venir puis pouvoir regarder qu'est-ce qui a été fait. Donc, vous avez un peu de difficulté à briller. Mais ce qu'on a vu dans cette organisation-là, c'est que tout le monde, jusqu'en haut, jusqu'au vice-président qui était responsable de tout ce qui était informatique dans la boîte, se pointait à toutes les semaines. On faisait des sprints d'une semaine, nous autres. Puis on n'appelait pas ça des sprints, mais on livrait une valeur tangible à toutes les semaines. Puis la discussion était super intéressante parce que c'était pas un niveau il y avait tellement de niveaux décisionnels puis de niveaux hiérarchiques que j'arrive au bout. C'est bon. Yes. Bon, ben, je vais vous laisser là-dessus. Si vous voulez en savoir plus, vous nous écrirez d'abord. Oui, je vais partager la seule slide qu'on a qui permet de nous laisser du feedback et de nous contacter. Mais on a quelques minutes pour des questions, je pense. Ouais, on peut prendre quelques minutes. On va prendre 2 questions, je pense. Sachant qu'à 17h, on enchaînera avec la keynote. Ça enchaîne direct. Donc, je vous enverrai direct vers le track 4 ensuite. Des questions? Vous avez un petit bouton pour lever la main. N'hésitez pas. J'aime ça quand on est clair comme ça, Maurice. On était soit trop bon ou soit trop plate, puis tout le monde dorme. Mais non, c'est le temps qui se réveille. Allez, chez Concerto. Bonjour, merci pour cette présentation. J'ai 2 questions, une con et puis une un peu plus philosophique. Je vous laisserai décider laquelle est quoi. Déjà, dans vos organisations pirates, est-ce qu'on est obligé d'avoir une barbe longue un peu? Parce que ça ne m'arrange pas spécialement. C'est trop mon truc. Et ce que vous expliquiez, du coup, c'est pour une équipe, en tant que, comme on pouvait l'entendre au niveau Scrum, ou c'est au niveau de toute l'organisation, une entreprise un peu au style entreprise libérée? Excusez, c'est mon téléphone. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, ben, la barbe est nécessaire pour Olivier puis moi, puis c'est pas mal juste ça. Oui, on a une jeune stagiaire de 17 ans, elle n'a pas de barbe. Ouais. Tandis que l'idée d'équipe, ce sont des petites équipes un peu comme ce qu'on a dans Scrum. Ce qu'on a réussi à mettre en place à certains endroits, il y avait certaines équipes qu'on appelle des équipes dynamiques, c'est-à-dire que ces équipes-là étaient un squad qui se forme pour adresser un problème ou une mission particulière. Puis ils ne restent pas ensemble nécessairement longtemps. Tandis que dans d'autres contextes, puis des fois au sein de la même entreprise, tu as des petites équipes, 5 à 7 personnes, qui vont s'arranger pour être le plus stable possible pendant le plus longtemps possible. Ils vont pouvoir changer un peu au besoin, appeler un expert dans une autre équipe s'ils sentent qu'ils en ont le besoin. Mais autrement, c'est comme ça. On a vu le même principe adopté dans des cercles, dans des équipes qui fonctionnaient en holacratie. Donc, ça fonctionne très bien aussi. Je ne sais pas si on a le temps pour une autre question. Hein? Il est déjà Allez, on prend une dernière et puis après on basculera. Ouais. S'il y a une dernière question. Vous m'entendez? Oui. Oui, en fait, j'avais 2 questions, hein, mais bon, je vais peut-être en poser qu'une. Dans ces dispositifs, l'équipe Corsair, c'est l'équipe qui va délivrer quelque part une solution, mais juste pour comprendre l'organisation de façon un peu plus concrète, ce que vous appelez la lettre de marque dans cette organisation-là, c'est un élément qui va arriver, on va dire, de l'extérieur de l'équipe de Corsair, quelque part, qui va être géré en amont par, je ne sais pas, un commercial, quelqu'un de la marketing, enfin, peu importe, mais ça va définir un cadre et un cap. Et cette lettre de marque va arriver dans cette équipe Corsair, et l'idée, c'est que cette équipe Corsair s'auto-organise quelque part
pour délivrer ce qui est demandé, etc. C'est ça? C'est comme ça que... Exact. Les lettres de marque sont données par des niveaux décisionnels plus élevés. Donc, des fois, c'est la direction en tant que telle qui ont la vision puis vont créer les lettres de marque en fonction. Des fois, ce sont des directeurs de département ou de services qui veulent avoir certains groupes qui servent à certaines choses un peu différentes, mais c'est de là que ça vient. Puis oui, les équipes, après ça, vont s'auto-organiser, puis dans bien des cas, la majeure partie vont aussi s'auto-gérer. Donc, il y a des gestionnaires qui ont tendance à disparaître ou à être utilisés à autre chose. Et du coup, j'avais une autre question. Dans ces systèmes-là, il y a une chose dont on ne parle pas souvent, je trouve, alors système holacratie ou les corsaires, c'est le niveau d'expérience ou de compétence des gens. En fait, pour avoir eu un peu d'expérience pour délivrer des projets en agile, ce que j'ai pu constater, moi, c'est que ça fonctionne bien avec des personnes qui sont un peu expérimentées ou confirmées parce qu'elles ont, je ne dis pas très expérimentées, je dis un peu, d'accord ? Parce qu'elles arrivent du coup à gérer cette auto-organisation, etc. Mais qu'est-ce que vous pensez? Enfin, c'est quoi votre point sur les compétences ou la juniorité des gens? Enfin, est-ce que vous ne recommandez pas dans ce genre d'organisation? Est-ce que ça n'oblige pas plutôt, je vais le dire comme ça, est-ce que ça n'oblige pas à avoir des gens qui ont quand même une certaine expérience pour que ça fonctionne bien? Je vais t'avouer que j'ai trouvé ça plus facile avec des gens qui en ont moins, parce qu'ils ont moins de réflexes acquis, puis l'idée de ne pas avoir une structure lourde autour d'eux autres n'est pas étrange encore. Ça demande de les former correctement. Ça demande de les accompagner au départ parce que ce n'est pas donné à personne d'apprendre à s'autogérer facilement, puis ils ont besoin d'aide. Mais ça s'apprend assez rapidement. Peu importe le niveau de seniorité, habituellement, en 3 mois, on peut avoir une équipe très fonctionnelle avec ça. Puis on ne parle pas qu'ils ne sont pas capables de sortir quelque chose avant 3 mois, là, hein, on s'entend. Ça arrive assez rapidement, mais à partir de 3 mois, ils n'ont habituellement plus vraiment besoin d'un accompagnement suivi. D'accord. Donc, s'ils ont un quartier-maître, puis si possible un capitaine, mais idéalement, s'ils ont un quartier-maître qui a assez d'expérience avec des modèles comme ça et puis avec l'autogestion, ils devraient être corrects. D'accord, c'est des choses qu'il faut prévoir en fonction des personnes qu'on a en présence finalement. Il faut juste... Oui. OK. Merci. Merci. Un grand merci, Olivier, Maurice. C'était vraiment super. Merci à votre entreprise Corsair. Maintenant, j'ai compris la différence. Oui. La clôture est meilleure que le lancement. Et merci à tous, et même nos pirates. Bonne fin de journée à tous. Merci, au revoir. Merci à tous. Bye.